Bonjour à tous, bienvenue dans la 4e partie de cette vidéo, le pervers narcissique, qui est-il vraiment? Alors aujourd'hui, nous allons parler de la pathologie du lien dans la perversion narcissique, pourquoi la perversion s'exerce dans le lien à l'autre, quelles sont les problématiques et les enjeux psychologiques de cette relation entre l'agent pervers et sa victime, pourquoi on parle de danse à deux. Alors tout d'abord, il faut bien comprendre que la perversion est une relation à l'autre qui consiste en une relation d'objet et non de sujet. Donc l'autre est utilisé et n'est pas considéré comme une personne. C'est une relation centrée sur ce qu'on appelle une dépendance anaclétique, on l'a vu dans la 3e partie, une relation qui s'appuie sur, où le pervers narcissique a besoin de l'autre, ne peut se passer de l'autre pour vivre, on dirait même pour survivre. C'est pour cela qu'on parle également de vampirisme, où l'agent pervers a besoin de prendre l'élan vital de l'autre pour pouvoir continuer d'exister, même si c'est d'une manière mortifère, mais ça on le verra un petit peu plus loin. Cette dépendance à l'objet peut prendre la forme d'une nécessité vitale de proximité, de type contraphobique. C'est une dépendance teintée d'une ambivalence amour-haine, dont Mélanie Klein avait caractérisé la position dépressive. L'autre est inconsciemment vu comme une chose, donc comme un jouet, un ustensile, une marionnette interchangeable que l'on peut symboliquement casser, jeter ou reprendre à sa guise, puisqu'il appartient au PN, comme un doudou, dans la perspective du schéma de sa pathologie. C'est une relation fusionnelle, où l'autre lui appartient avant toute chose, ce qui justifie, selon son inconscient, son contrôle sur lui et un pouvoir absolu, où l'autre n'existe pas en tant que tel. Pourquoi ? Alors, on l'a vu, l'organisation limite du pervers narcissique organise sa personnalité autour de l'idéal du moi, avec un rôle du surmoi, héritier de l'Oedipe, qui demeure très imparfait. Les pervers narcissiques abordent ainsi leur vie relationnelle avec des ambitions héroïques démesurées de bien faire, dans le but de conserver l'amour et la présence de l'objet, l'autre, qui rappelle en fait la mère. Donc ce n'est pas de l'amour, mais une relation fusionnelle pathologique. Le pervers narcissique n'a jamais été aimé et ne pourra jamais aimer à son tour, ne connaissant pas cet élan vers l'autre. Il est en quelque sorte vide à l'intérieur et il le ressent, c'est qui est en fait de la dépression latente. Et un rien peut le mettre en danger, d'où leur aspect sanguin, impulsif, paranoïaque. Dans cette pathologie, la notion de l'altérité est pauvre, voire inexistante. Il existe ce qu'on appelle une cécité émotionnelle. Le pervers narcissique est sans empathie ni compassion pour autrui. Au début de la relation avec un pervers narcissique, l'autre est doté d'un potentiel narcissique élevé. La proie est vue comme un trophée. Le pervers narcissique est en effet attiré par le quelque chose de plus de l'autre. C'est pour ça que les victimes sont toujours des personnes extraordinaires, qui sortent de l'ordinaire. Elles sont très lumineuses en général et pleines d'énergie, pleines de choses à donner. Très gentilles, très empathiques en général, ou très drôles, très sociables, très belles ou très riches. Alors, le pervers narcissique cherche toujours à se faire valoir aux dépens de l'autre, comme disait Rakami. On voit donc bien qu'il vit dans l'autre et par l'autre, il n'est à rien sans l'autre, car seul, sans relation fusionnelle, en fait, il meurt. D'où les angoisses. En effet, le pervers narcissique craint d'être abandonné par-dessus tout et d'être rejeté surtout, ce qui renvoie à son premier trauma. Il a besoin de sa victime pour exister. C'est pour cela qu'il cherche des personnes lumineuses, de belles âmes, pleines de ressources. Les pervers narcissiques admirent leurs victimes et voudraient être aussi remplis qu'elles. Ils sont vides et doivent s'abreuver de l'autre. Mais rapidement, ils se mettent aussi à les détester pour les mêmes raisons et les jalousent justement de ce qu'elles ont et non eux. Le pervers narcissique veut alors s'approprier les compétences de l'autre car il est envieux. C'est à ce stade, assez rapide, au bout de quelques mois en général, à la fin de la période de lune de miel, que le PN passe de l'admiration à un début d'un processus lent et douloureux et mortifère de destruction. Il répète ce qu'il a vécu, attachement, déception, destruction des figures d'attachement. Quand un pervers narcissique rencontre quelqu'un, une relation d'emprise se met rapidement en place, de manière invisible, donc sans que l'autre ne s'en rende compte. D'où la manipulation. La relation d'emprise signifie prendre de l'autre.
Le PN a besoin d'autrui comme d'une nourriture passagère et passera rapidement à quelqu'un d'autre tout en gardant là où la victime d'avant sous le coude, comme ils disent, en cas de besoin ou d'ennui. Le PR narcissique veut voler ou au moins enlever, voire détruire ce en quoi l'autre croyait et ce qui faisait sa fierté, même son identité. Ses valeurs sont remises en question, progressivement, insidieusement, ses croyances aussi, ses liens avec les autres, ses qualités. Il rabaisse les atouts et les points forts, le savoir-faire de l'autre, et surtout il le dévalue, ce qui se nomme aussi le cynisme pervers. Il fait le vide en isolant sa proie de son entourage avant d'imposer ses valeurs à lui et sa pensée en critiquant, en rabaissant et en humiliant sans cesse. Détruire l'estime de soi de l'autre, c'est réduire le danger d'être détruit par l'autre qui a un ascendant, selon leur vision paranoïde. Le message subliminal, en quelque sorte, est ce qui est bien, ce qui est positif, c'est grâce à moi, ce qui est négatif, c'est à cause de toi. Donc, c'est toujours la faute de l'autre, c'est le principe de cette pathologie. Un autre qui sera au final à jeter. La victime devient alors un complice à son détriment, référence au psychiatre Alberto Heger. C'est en cela que réside la perversion. C'est destructeur pour la personne, mais elle va y plonger, elle va même en redemander en raison de la dépendance affective, toxique en fait, qui a été mise en place. Alors, comment cela se met-il en place justement ? Eh bien, le PN attaque les liens de l'autre et tout ce qui l'entoure. Il l'isole afin qu'il n'y ait pas de témoin et que la victime ne trouve pas d'aide à l'extérieur. Sans parler de l'isolement comme besoin de possession, d'exclusivité et de contrôle. Le message subliminal serait « Tu es à moi, je fais ce que je veux de toi, ton âme m'appartient et je te façonnerai comme je le souhaite ». En parallèle, la victime est assez rapidement interdite de parole et donc de plainte, même d'expression. Elle n'a d'ailleurs elle-même plus beaucoup envie de s'exprimer, je dirais même la force de le faire. Rien n'est bien, tout est critiqué, nié, dévalorisé par le père narcissique. La vie avec un père narcissique est une valse mortelle, de haut et de bas. L'autre ne peut pas prévoir les prochaines réactions du PN, elles sont imprévisibles, car le PN vit dans l'instant comme un animal apeuré. Un seul détail peut l'apaiser ou le mettre en crise, sans que l'autre ne puisse comprendre la subjectivité du pervers narcissique qui vit des vagues émotionnelles toute la journée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en aucun cas les pères narcissiques ne souhaitent la disparition de leur victime. Au contraire, ils en ont besoin pour en tirer profit de tout ce qui leur fait défaut. Tous les moyens sont utilisés pour garder l'objet. C'est là que les techniques de manipulation redoublent, par exemple la technique du hoovering, le fait de jeter et de reprendre la victime sans cesse. Ce sera du coup un lien impossible et de lien et d'intention destructrice du PN. Les pervers narcissiques, en effet, ont différentes attitudes en fonction des situations et des personnes. Ils ont plusieurs masques ou faux self, différents en fonction des stimuli. Ils s'adaptent ou manipulent, ils sont donc complètement différents en huis clos et à l'extérieur, il faut le savoir. Ils contrôlent très bien et vous ne verrez jamais le vrai visage d'un PN, que seule la victime peut voir, d'où la situation perverse, crie, personne ne te croira. Voilà pour aujourd'hui concernant la pathologie du lien et la relation d'emprise dans la perversion narcissique. Je vous retrouve la semaine prochaine dans une 5e partie pour vous parler de tous les signes et symptômes de la perversion narcissique.